Beaucoup de gens pensent connaître les Thousand Sons, et principalement pourquoi est-ce qu'ils s'appellent les Thousand Sons, car oui, il y a une raison, mais beaucoup se trompent sur cette dernière. Sans oublier le fait qu'ils sont quasiment tous, si ce n'est tous actuellement, des Psykers, des mages de l'univers de Warhammer 40k. Ils ont tous des capacités psychiques. Et pourquoi cela est dû, et pourquoi est-ce que cela a été caché pendant des années, et pourquoi est-ce que cela a été gardé secret, quitte à tuer les témoins qui étaient, témoins de cela, on va aborder tout cela dans cette vidéo, et encore plus, en parlant évidemment de la rencontre avec leur primarque Magnus le Rouge et de cette légion extrêmement chaotique, mais surtout loyaliste, qui a été contraint de rejoindre les Space Marines du Chaos car l'empereur les a trahis. Et oui, je pèse mes mots, Magnus n'a rien fait de mal. Bonne vidéo à tous. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, likez et commentez, vous connaissez. Culpabilité, amertume, brutalité, insensibilité à la vie, tous ont joué leur rôle dans la chute de ceux qui ont agi contre l'empereur. Mais il faut en rajouter deux autres, l'orgueil et la cécité. Alors que d'autres légions entraient dans l'infamie de leur plein gré, les Thousand Sons ont été plongés dans cet état d'abord par leur propre orgueil, ensuite par la trahison de ceux en qui ils avaient confiance, et troisièmement par l'Imperium lui-même. Frappés par la mutation et touchés par le Warp, la chute des Thousand Sons semblait pour tous certaine. Mais cela était une erreur. La 15e Légion aurait pu connaître un autre avenir si le destin n'avait pas été aussi cruel. En réalité, leur histoire n'est pas celle des ténèbres, mais celle d'une lumière qui a amené une légion et un primarque à devenir de plus en plus puissants, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus voir les limites. Il est temps aujourd'hui de parler de la 15e Légion, les fils de l'orgueil, du savoir et du pouvoir. Il est temps de parler des Thousand Sons. Le caractère de nombreuses légions était clair dès le moment où elles se sont rendues sur le champ de bataille. Mais celui des Thousand Sons, qui allait indiscutablement se révéler, ne se dévoila que lentement, telle une floraison, un pétale à la fois. La 15e est née plus tard que les autres légions Astartes. La conquête de Terra était déjà terminée. Luna était tombée et les premières légions naissantes avaient commencé à conquérir le reste du système Sol. La Grande Croisade était sur le point de commencer, marquant le début d'un cycle de conquête qui la verrait se propager dans les étoiles, tandis que la force de nombreuses légions commençait à accroître au fur et à mesure que les rangs accueillaient des recrues. L'unification n'était qu'une étape, et la lumière de la vérité impériale ne pouvait plus être confinée que sur Terra. C'était une période de transition, une période de consolidation et de commencement. Et c'est à ce moment-là que la 15e Légion naquit. Les tempêtes marquèrent la création de la Légion. Les grandes tempêtes Warp qui avaient isolé la vieille Terra pendant la longue nuit étaient de retour. Et on disait qu'un feu maléfique éclairait le ciel et que des rêves de terreur se propageaient dans le monde d'origine de l'humanité. Pendant un bref moment, la peur et la superstition réapparaissaient, alors qu'on voyait de nouveau le soleil incapable de tourner et la lumière de la lune se tacher. Les cas de mutation psychique et d'apparition se multiplièrent. Le vide de l'espace était inaccessible, et une vague de panique balaya l'Imperium naissant, assez puissante pour provoquer une réponse sévère de la part des serviteurs de l'empereur, qui cherchaient à écraser à nouveau le venin de la superstition sur une Terra nouvellement unifiée. C'est une époque qui est maintenant évoquée dans les annales et les chroniques en tant que chant des cieux sanglants, et cela au sein des terribles conclaves de Nord-Afrique, et en tant que spirale d'anarchie par les nobles maisons des villes de la plaque équatoriale. Mais la plupart des documents officiels la connaissent sous le nom de la Première Tempête. À ce moment-là, l'empereur semblait avoir été totalement indifférent et non alarmé par la recrudescence du phénomène qui avait fait tant souffrir l'humanité, et il laissa à ses serviteurs chargés de l'ordre civil et militaire la gestion de la crise. L'élan de ses conquêtes interrompues par cette soudaine bourrasque de l'Empyréen, l'empereur, selon les archives disponibles, a simplement employé son énergie dans d'autres préoccupations, avec une promptitude qui pourrait impliquer à la fois préparation et prévoyance. Et on pense que plusieurs branches de l'Imperium doivent leur origine formelle à cette époque. En particulier parmi elles la naissance de la sororité du silence et les sentinelles noires de l'Astra Telepathica. Mais peut-être la plus importante de ces créations fut la 15e Légion. Au début, cette création ne semblait pas différente des autres légions Astartes, sauf qu'il devint clair que des critères très délibérés et exigeants furent imposés pour le recrutement. Il s'agissait de restrictions dépassant celles des autres légions. Les aspirants qui rentrèrent dans la Légion étaient issus des domaines peut-être les plus stables, les plus loyaux et les plus sophistiqués sur le plan culturel des domaines de l'empereur sur Terra, et les candidats furent ensuite finement sélectionnés. Parmi ces domaines les plus importants étaient l'Empire Archaéménide, les enclaves des Seigneurs du Feu d'Os et le domaine de Kashai. Tous avaient été parmi les premiers à prêter allégeance à l'empereur et avaient fourni des guerriers à ses armées depuis les toutes premières batailles des guerres d'unification. Tous accueillaient également des populations en grande partie exemptes de la mutation imprévisible qui avait corrompu tant d'enfants terrans. On sait également que d'autres aspirants pour la 15e furent choisis parmi les habitants de Terra, mais jamais en nombre suffisant pour se démarquer. Par exemple, l'intégralité du plateau Ionus n'abandonna qu'un seul des siens à la 15e,
alors que des centaines de jeunes de la région avaient été pris et élevés pour la 7e Légion. L'empereur lui-même fut connu pour avoir sélectionné personnellement un grand nombre des premiers adeptes, et cela fut un honneur rendu à presque aucune autre légion, et jamais dans ces proportions. Il est difficile de savoir combien d'aspirants ont été soumis au processus les faisant passer de l'être humain commun à membre de la 15e, mais beaucoup semblent y avoir survécu. Les comptes rendus scellés sur les individus impliqués dans les dernières étapes du projet indiquent que l'implantation et l'assimilation réussie de la graine génétique de la 15e Légion étaient remarquablement élevées. Ce qui est officiel, cependant, c'est le nombre d'Astartes ayant quitté les forges génétiques de Terra et de Luna, un nombre enregistré avec exactitude à travers de nombreuses sources, comme s'il y avait une signification qui dépassait toute autre raison. 1 millier de guerriers, un modèle initial parfaitement opérationnel. Tous revêtus du gris que portaient toutes les légions à leur naissance, ils se sont agenouillés devant l'empereur et lui jurèrent de le servir pour l'éternité. Certains témoins disent qu'alors que l'empereur ordonnait à ses fils de se lever, les tempêtes entourant Terra se dissipèrent au même moment, leur force et leur fureur disparaissant et ne laissant que tranquillité et calme dans le Warp, au-delà de la réalité matérielle. Au début, il y avait peu de choses qui distinguaient la 15e Légion malgré sa création particulière et l'honneur qui lui a été accordé grâce à l'empereur. Bien que les Thousand Sons aient été aussi compétents dans les arts de la guerre que leurs frères des autres légions, ils étaient encore relativement peu nombreux et ne possédaient aucun talent spécifique, ni une prédilection qui fut immédiatement flagrante, comme lorsqu'ils réprimèrent une rébellion limitée et localisée sur Terra, même avant de se voir attribuer leur premier vaisseau de guerre et mission au-delà de Sol. Leur déploiement et campagne initiale furent remarquables. Dans les nuages en ruine de Proxima 3, ils attaquèrent les blasphèmes transgéniques des cités aliens corrompues. Sur Gladris, ils tinrent les lignes à côté des bataillons beaucoup plus importants de la 6e Légion, et sur Seculoris, ils châtièrent aux côtés des Imperial Heralds de la 17e Légion les clans non conformes. Toutes étaient des campagnes précoces et exécutées avec succès par la Légion. Tout ce que l'on pouvait dire d'elle, c'est qu'elle affichait un degré de synchronisation et de coordination dans ses actions, bien au-delà des autres guerriers des légionnaires Astartes. Le seul fait notable à son sujet était qu'elle avait rapidement adopté un héraldique distinct pour se distinguer, à savoir l'ancien glyphe Millenia, commémorant son serment envers l'empereur et des éléments de la panoplie ocre des légendaires régiments mortels de l'Empire d'Archaéménide, d'où est issue ses origines génétiques les plus importantes. Dès le début, il est certain que la Légion se considérait comme à part, et cela malgré son intégration rapide au schéma des batailles de l'Imperium en tant que force Space Marine générale, avec peu, du moins pour commencer, d'éléments pour la distinguer des autres. Les premières années de la véritable Grande Croisade furent des années enivrantes, et la réputation et la force des légions grandissaient à un rythme accéléré. Le nom des Luna Wolf était encore nouveau sur les lèvres de beaucoup, mais ils se distinguèrent rapidement par leur victoire, leur nombre s'élevant déjà à plus de 30 000 guerriers, et la réputation des Enfants de la Nuit de Terra, qui constituait la 8e Légion, terrifiait déjà tellement de monde que de potentiels renégats préféraient s'abstenir d'agir, tandis qu'inversement, les puissantes forteresses élevées par la 7e marquaient déjà la surface de Terra et d'une douzaine de mondes au-delà de la lumière de Sol. Alors que la 15e ne connaissait pas une telle reconnaissance, elle continua à se distinguer de ses pairs tandis que l'Imperium avançait vers les étoiles non conquises. Et ce jusqu'à ce que les premières rumeurs commencent à la suivre. Alors, à peine la Grande Croisade était-elle entrée dans sa 2e décennie, une réputation tout à fait étrange l'enveloppa comme un manteau. Peut-être que c'est l'honneur fait à la 15e Légion par l'empereur lors de sa création qui attira les spéculations et la curiosité des autres. La Légion était marquée par les paroles de l'empereur lors de son serment qui la fit connaître sous le nom des Thousand Sons, bien avant même de remporter son premier honneur sur le champ de bataille. Peut-être était-ce dû au fait que même si le nombre d'hommes des autres légions augmentait, la 15e progressait par contre plus lentement. Ces recrues étaient apparemment choisies avec une grande prudence parmi les aspirants de nombreux mondes, et sur la base de critères encore très peu clairs. Mais peut-être était-ce simplement une suspicion née par l'absence de raison manifeste de la manière inhabituelle de leur création et l'apparente absence de nature exceptionnelle qu'on aurait pu attendre. Mais cela n'importe peu. Les Thousand Sons, comme la 15e, étaient désormais largement connue, bien qu'elle accueillait un effectif qui dépassait le nombre de son appellation. Elle était une légion qui restait isolée dès ses premiers jours parmi ses pairs. Et lorsque les qualités uniques de ces guerriers se manifestèrent enfin, cela n'a pas affaibli les braises de la méfiance, mais malheureusement les enflamma. Une décennie après que la Grande Croisade se soit étendue au-delà du système Sol, les premiers Thousand Sons commencèrent à manifester ouvertement de puissantes capacités psychiques. Seulement quelques-uns dans un premier temps, puis au fil des années de plus en plus. Ce n'étaient pas des petits pouvoirs de prophètes de culte, ni même les arts de charlatans qui fréquentaient la noblesse de Terra, mais des manifestations du véritable potentiel du Warp dans sa forme la plus destructrice et la plus majestueuse. Entre les mains des Thousand Sons apparaissait un feu vivant éclatant,
Un déluge de folie de foudre bio-foudroyant, une fureur télékinésique pulvérisant les armures, des pensées terrassant les esprits, une chair guérissant des blessures mortelles avant que le sang ne touche le sol, et même des visions guidant le voyant pour qu'il trouve de l'espoir dans une mer d'échecs. Aux yeux des spectateurs, les dessins de l'empereur avaient enfin commencé à porter leurs fruits. Le choix minutieux des recrues, les méthodes de sélection voilées, la préparation minutieuse des guerriers de la Légion et même le faible nombre de candidats potentiels, tout semblait désormais faire partie d'un objectif clair. Dans sa sagesse, l'empereur avait créé une légion qui fusionnait le potentiel psychique de l'humanité avec l'alchimie génétique des légionnaires Astartes. Sur le champ de bataille, bien que peu nombreux, les Thousand Sons se révélèrent être un adversaire aussi imprévisible que les ennemis de la Grande Croisade, tout en étant aussi mortels. Mais c'est de ce succès que naquit la suspicion de leurs frères. Pour ceux qui avaient connu les guerres d'unification, le Psyker était au mieux un instrument à utiliser occasionnellement, et le plus souvent une abomination à détruire. Ainsi, même si de plus en plus de Thousand Sons manifestèrent leurs capacités, l'aura de curiosité qui les avait suivis depuis leur naissance devint un nuage de méfiance, et même d'hostilité pure et simple. Certains de leurs frères des autres légions refusèrent de se rendre sur les terrains à leur côté, en particulier lors de l'apparition initiale de leur pouvoir. Sur Ostrastis, les premiers membres de la 3e Légion retirèrent leur vaisseau quand une compagnie de la 15e rejoignit le rassemblement pour s'emparer des colonies des étoiles Cygnes. Au cours de la campagne Kolgren, le contingent des Dusk Raiders présents refusa de regarder, d'écouter ou de parler à l'un des Thousand Sons, ne négociant qu'avec des intermédiaires et des serviteurs. Selon certaines sources fragmentaires de l'époque, même Horus, qui était à l'époque le seul primarque présent durant la Grande Croisade, avait exprimé directement des préoccupations à l'empereur à propos du pouvoir croissant des Thousand Sons, et avait plaidé en faveur d'un plan d'élimination rapide de toute la Légion en cas de vacillation. La réponse de l'empereur à cette proposition ne fut ni mémorisée ni consignée, mais un fait est incontestable. Malgré tout le dégoût et la peur, et même si les Thousand Sons se rendaient sur le champ de bataille en employant un pouvoir occulte, l'empereur ne les censura pas et resta simplement silencieux. Ces premières années ne furent pas remarquées par la discorde ou l'isolement. Les victoires s'accumulèrent pour les Thousand Sons à travers les étoiles. Des victoires remportées de manière spectaculaire. Des victoires qui devinrent des récits remplissant les audiences de crainte et d'émerveillement. Des armées de centaines de milliers de soldats réduits en cendres. Les murs des forteresses dévastés comme si la main d'un colosse invisible les écrasait. Et des petites troupes de guerriers traversant des tempêtes de tirs de plasma et en restant intactes. Et à côté de ce récit de destruction, il y avait des récits énumérés dans les archives authentiques. Le fait qu'il n'ait fallu que 6 heures au capitaine Ormusde pour soumettre la planète de Nekordo, avec seulement 200 guerriers, ou que la légendaire Legio Lacrimae, aujourd'hui disparue, prêta serment aux Thousand Sons pour avoir repoussé une force d'innombrables orques de leurs titans estropiés lors de la déroute de Megorania. Les souvenirs de Solomon Vos suggérèrent que l'empereur lui-même s'est battu au moins une fois avec un cadre de Thousand Sons dans son avant-garde, et cela contre les nauséabondes horreurs xéno nommées les Crave. Ces actes sont maintenant le passé oublié des Thousand Sons, leur bref temps de gloire avant la tache noire sur la page de leur histoire. Les Thousand Sons restèrent une petite légion alors même que la renommée de leur succès martial se propageait. Tandis que la force des autres légions comprenait plusieurs milliers, voire des dizaines de milliers de guerriers, la 15e grandissait plus modestement, diminuant même parfois lorsque la guerre faisait ses ravages inévitables. Une demi-décennie après leur départ de Terra, il était énuméré que les Thousand Sons comprenaient un peu plus de 10 000 guerriers. En comparaison, les Luna Wolf, la plus grande légion de cette époque, comptait près de 5 fois cet effectif. Cela est dû en partie au fait que la Légion avait accepté un très petit nombre de recrues, et qu'au-delà, d'autres facteurs jouèrent pour limiter son expansion. Bien qu'ils recrutèrent sur des mondes conquis comme toutes les légions, les aspirants que les Thousand Sons acceptèrent étaient peu nombreux comparés au levé massif des Luna Wolf d'Octonia, ou des Imperial Heralds. Même parmi ceux qui étaient sélectionnés, les rapports indiquent que relativement peu survécurent au processus de transformation pour devenir des légionnaires, par rapport au taux de réussite du processus de la première légion, généralement considéré comme la médiane pour ce type de procédure. Mais on ne peut nier que pendant cette période, ce qui leur manquait en nombre, ils le compensèrent en efficacité. La majeure partie de la Légion était maintenant composée de Psykers qui avaient vu leur capacité émerger sous une forme ou une autre, bien que leur niveau de pouvoir différait énormément, une majorité semblant posséder une attitude moindre, mais aussi puissants qu'ils étaient peu nombreux. Ainsi, lorsque le désastre frappa, ils furent presque anéantis. Tout commença à Bézante. Des éléments des 2e et 5e chapitres des Thousand Sons furent chargés d'amener à la conformité les hommes de ce monde verdoyant vénérant le soleil. Les Byzantins étaient cependant réticents à abandonner leur temple en or, ainsi que les prescriptions de leurs prêtres ayant perdu la vue à cause de l'astre solaire. Cela aurait pu avoir peu d'importance si la population n'avait pas été entièrement corrompue par les sorciers. Les prêtres étaient tous choisis parmi ceux qui pouvaient entendre la lumière des étoiles,
Et les traditions du culte avaient façonné la population de telle sorte qu'un enfant sur 10 était également béni. Lorsque la Légion descendit sur Besante, ils furent accueillis non pas par des épées ou des armées, mais par le feu, le cauchemar et le rugissement de la matière en dissolution. C'était un ennemi dont ils comprenaient les arts, mais qu'ils avaient rarement rencontré à une telle échelle. La Légion riposta en utilisant ses propres pouvoirs, aussi désireux de prouver sa maîtrise psychique que la Légion des Warhounds dans ses compétences sanglantes contre un groupe de super guerriers ennemis lors d'une bataille acharnée. Il n'y a pas de récit de la bataille en dehors de ceux des Thousand Sons, mais d'après eux, c'était comme si les éléments fondamentaux de l'existence même étaient entrés en guerre ce jour-là. Des nuages éclairés par la foudre traversaient des ouragans de débris, et les cris de bataille invisibles s'envolaient dans les airs brûlants. La Légion n'avait jamais été aussi éprouvée. Ces guerriers mirent toute leur habileté et leur force dans la bataille, mais ne purent briser les prêtres byzantins. Puis, lorsque l'impasse psychique chassa la pluie noire du ciel, la pression se dissipa, et un cri unique résonna dans tous les esprits de la planète. Le nom du guerrier qui tomba ce jour-là ne fut pas enregistré. Dans ce qu'il reste de l'ouvrage des Thousand Sons, intitulé Livre des jours et du passage, livre qui fut retrouvé dans les bibliothèques incendiées de Prospero, il s'appelait simplement Dalef, et il était représenté par un unique et ancien sigil utilisé dans une langue morte. Il est certain que le guerrier avait un autre nom, mais la signification du patronyme utilisé pour l'enregistrement de sa mort n'était pas expliquée. Certains savants et linguistiques arcanistes déclarèrent que le terme Dalef avait un sens purement ésotérique et pouvait symboliser la porte du passé vers le futur, ou le début et la fin de toute chose. Peut-être ont-ils raison, car ce que l'on sait, c'est qu'au plus fort de la bataille, la substance d'un corps de guerrier se décomposa lentement. Des flaques de chair malléable coulèrent de son armure brisée, les os fusionnèrent avec la matière de son armement, et son sang s'embruma et se figea dans les airs sous sa forme nouvelle. Tandis que le guerrier sans nom hurla dans 1000 voix silencieuses qui furent entendues dans toutes les pensées de sa légion. Ses frères le tuèrent à ce moment-là, déchirant sa chair mutée avec le feu du bolter, et baignant les restes dans une flamme purifiante jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de la poussière cendreuse. À ce moment-là, les légionnaires présents jurèrent de garder le secret au sein de la Légion. Les récits que nous avons maintenant de cet événement singulier n'existent qu'à cause de ce qui est arrivé après, quand il n'y avait plus aucun espoir de garder des mystères, ni de rédemption offerte en le dissimulant. Au moment de la manifestation de leur pouvoir psychique, la vérité sur la création des Thousand Sons semblait évidente, et semble encore l'être maintenant. Comment l'empereur, dans sa sagesse et son pouvoir, n'aurait-il pas su que le pouvoir dormait dans la chair des hommes pris pour créer les Thousand Sons? Comment aurait-il pu ignorer les qualités de ces pouvoirs utilisés pour les élever au-dessus de l'humanité, alors que c'était le produit de sa main et de sa connaissance? Si nous admettons qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, alors nous admettons un univers rempli de doutes et d'incertitudes sans fond. Cependant, si nous reconnaissons ce qui semble manifestement vrai, qu'il savait parfaitement ce qu'il avait créé avec les Thousand Sons, alors nous devons peut-être voir que l'orgueil qui fit sombrer Magnus n'était pas que le sien, mais il venait aussi de son père. Peut-être y a-t-il une autre vérité qui se cache au-delà de notre compréhension ou de notre capacité à discerner, car les voies de l'empereur sont rarement simples et les buts de ses actions sont rarement ce qu'ils paraissent être. Pourtant, quelle consolation y a-t-il devant tant de possibilités, outre le rire moqueur de l'univers devant l'orgueil de l'homme? Quelle que soit la cause, la nature psychique en développement des Thousand Sons n'apporta qu'une simple réponse parmi ceux qui la découvrirent. Cette réponse est simple. Il s'agit de la terreur. Pendant un certain temps, après Besante, la Légion sembla demeurer inchangée. Même dans ses rangs, le sentiment était que Besante était une aberration, un fléau unique et terrible provoqué par les énergies psychiques déchaînées durant les batailles contre les Besantins. La Grande Croisade se poursuivit, et la Légion continua ses conquêtes, tout en manifestant des niveaux toujours plus grands de puissance psychique. Nous ne savons pas combien de temps passa jusqu'à la chute du deuxième guerrier. Seuls les Thousand Sons connaissent la vérité. C'était peut-être des mois, peut-être des années, peut-être plus longtemps. Mais un second succomba, puis un troisième légionnaire, leur corps se dissolvant en énergie warp, mutant sans aucun contrôle. La Légion décida de donner un nom littéral à la malédiction qui les avait frappés. Ils l'appelaient le bouleversement charnel. Les Thousand Sons se battirent pour contrôler ce qui leur arrivait et pour garder ce secret. Mais ces deux tentatives étaient condamnées à échouer. Ce fameux bouleversement charnel se manifesta encore et encore, faisant un terrible carnage, affligeant parfois des centaines de guerriers en un instant. Une telle épidémie ne pouvait pas être gardée entièrement secrète, mais la Légion s'y efforça, déformant les faits là où ils ne pouvaient pas être entièrement cachés, de manière à dissimuler leur honte. Les quelques membres de la hiérarchie de l'Imperium qui savaient qu'un défaut profondément enraciné s'était manifesté au sein de la Légion croyaient qu'il s'agissait d'une forme de dégénérescence cellulaire, comme ceux qui avaient autrefois touché les guerriers tonnerres, ou peut-être des dommages au niveau des génomes, comme pour la 3e Légion. Aucun d'eux ne soupçonnait l'horreur qui se déroulait. Il ne fait aucun doute que le bouleversement charnel était lié aux capacités psychiques et à la graine génétique des Thousand Sons.
mais nul ne sait comment ou pourquoi, si ce n'est peut-être l'empereur. Le fait qu'elle afflige des légionnaires qui n'ont aucune légère inclinaison psychique n'avait aucune importance pour les a priori de haine et de peur dont était victime la Légion alors même qu'elle se débattait. Avec peu d'explications, les forces de l'Imperium virent la Légion se retirer et devenir de plus en plus secrète et de plus en plus intermittente dans son engagement pour la Grande Croisade. De plus, les unités qui combattaient à leur côté subissaient de plus en plus de pertes inexplicables et même des accidents étranges, ce qui, rétrospectivement, peut être considéré comme une élimination désespérée des témoins. Peu de sympathie émanait des légions frères, et pour ceux au sein de la hiérarchie de l'Imperium qui apprirent, ou au moins soupçonnèrent dans une certaine mesure, la vérité sur le bouleversement charnel, ou simplement l'affliction des Thousand Sons comme certains l'appelaient par ignorance, tous se rejoignaient sur une croyance commune. Une croyance qui d'après beaucoup signifiait qu'une manifestation de la corruption génétique et peut-être même philosophique de la Légion des Thousand Sons avait lieu. Les murmures de suspicion devinrent vite des condamnations criantes. Le mot sorcellerie était crié haut et fort. C'est ainsi que la hiérarchie de l'Imperium et les autres légions commencèrent à nommer les arts des Thousand Sons, utilisant ce mot des temps sombres de l'ère des luttes pour désigner la 15e légion, telle une épée de Damoclès. Les Thousand Sons continuèrent à lutter, leur nombre diminuant. Les batailles et la malédiction du bouleversement charnel entamant chaque année davantage leur effectif. Rejetés par leurs frères des autres légions et une grande partie du reste de l'Imperium, ils continuèrent à conquérir lentement. Mais même s'ils étaient défaits de l'intérieur, leur puissance psychique grandissait. Les plus puissants maîtrisèrent à des niveaux inédits leur pouvoir, bien au-delà de tout psyker connu parmi les rares trouvés dans les rangs des autres légions. Le nombre des guerriers survivants au sein de la 15e manifestait des capacités toujours plus croissantes. D'un certain point de vue, on pourrait dire qu'ils n'avaient guère le choix. Avec leur nombre en diminution, et avec quelques alliés pour les aider, ils se battirent avec les armes dont ils disposaient. Il existe un autre point de vue, un en conformité avec les voies que les Thousand Sons allaient emprunter au cours des siècles suivants. Ils persistèrent à utiliser leur pouvoir non seulement parce que c'était nécessaire, mais aussi parce qu'ils croyaient avoir raison de le faire. Comme on l'a déjà évoqué, les Thousand Sons n'ont jamais été aussi nombreux que leurs frères, et avec cette calamité croissante, ils commencèrent à disparaître. Des formations qui avaient été fortes de milliers d'hommes n'en comptèrent plus que des centaines, qui devinrent à leur tour que des poignées de guerriers dépassés en nombre par les morts et les disparus. Les vaisseaux qui avaient transporté des grandes armées de conquête ne portaient plus qu'un lambeau de gloire du passé hanté, parcourant des corridors vides et résonnants. Les condamnations extérieures se sont également intensifiées alors que les Thousand Sons se recroquevillaient. Primarques, maîtres de légion et personnalités de l'ensemble du corps de l'Imperium appelèrent à la dissolution de la 15e légion. Certains le firent en pensant qu'il s'agissait d'une amabilité, ou d'une miséricorde accordée à une grande légion agonisant dans la honte. D'autres appelèrent non seulement à la dissolution des Thousand Sons, mais aussi à leur oblitération, et certains même à la purge. L'idée était simple, bannir du corps des Legiones Astartes un tel cancer. Les guerriers de la 15e légion exécutés, et leur nom et honneur rayés de tous les registres, monuments et souvenirs. L'empereur n'a pas tenu compte de ces appels à mettre fin aux Thousand Sons. Qu'il les souhaitait ou que la Légion ait continué à décliner au point de simplement sombrer dans le néant, on ne le saura jamais. Car au moment où il semblait certain que seul l'oubli attendait les Thousand Sons, ils furent miraculeusement sauvés. Les Thousand Sons ont fait de nombreuses tentatives pour soigner le bouleversement charnel avant la redécouverte de Magnus et leur installation sur Prospero. Beaucoup ont essayé de le contrôler par pure volonté, en le supprimant ou en utilisant des techniques médiatives pour tenter de l'en empêcher. D'autres ont utilisé des méthodes alchimiques ou rétrovirales pour bloquer la mutation biologique non contrôlée. La plupart de ces tentatives échouèrent et toutes s'avéraient inefficaces au fil du temps. Face à cet échec, les Thousand Sons commencèrent à mettre ceux qui succombaient au premier stade de la malédiction dans la clandestinité. Au fur et à mesure que l'épidémie se propageait, les cales de certains vaisseaux de la flotte des Thousand Sons se remplirent de plus en plus de leurs frères, détenus dans un sommeil éternel et sans rêve. À la fin, le temps que la Grande Croisade atteigne Prospero, la planète des Thousand Sons, il y avait plus de guerriers piégés dans cette existence immuable entre la vie et la mort que de vivants. Certains avaient choisi d'entrer dans les chambres fortes de stase quand ils sentaient que les premiers signes du bouleversement charnel se faisaient sentir. D'autres avaient été maîtrisés à mesure que la malédiction s'installait, leur chair mutée figée au moment de sa dissolution. Sur les milliers de guerriers en stase, on pense généralement que seuls quelques-uns survécurent au traitement de Magnus. On suppose que la plupart furent ramenés de leur sommeil intemporel et se sont obstinés lorsque le bouleversement charnel réapparut, ou ne pouvaient être sauvés et mis à l'abri de leur misère. Cette hypothèse, comme tant d'autres, doit être pesée, et nous devons nous interroger sur le destin de la fraternité sans rêve. Magnus arriva sur Prospero comme une comète tombant durant le crépuscule. Les érudits et les maîtres de Tisca levèrent les yeux et virent sa descente comme une entaille de feu à travers le firmament. Il s'agissait d'une ligne tracée dans le ciel au cœur de Tisca. On dit que le sol se brisa là où il tomba, le marbre coulant comme de l'argent fondu, et les rêves de chaque homme, femme et enfant de ce monde furent soudainement submergés par un éclat de lumière et de sensations.
Des cris de terreur et d'émerveillement se mêlaient dans la ville. Chacun de ces présages, et bien d'autres encore, ont été signés par les maîtres de Tizca dans les moindres détails, même si leur signification était sujet à débat. Nul ne pouvait douter que l'enfant tombé du ciel, un enfant sorti intact du cratère rougeoyant causé par son impact, ne pouvait que présager de grands changements, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Mais nul ne pouvait en être certain. La réponse à cette question ne sera que donnée avant des siècles, lorsque Tizca et tout son peuple seront réduits en cendres, et que sa mémoire sera oubliée au-delà des tempêtes des nuages empoisonnés. Magnus grandit parmi les habitants de Tizca, absorbant les leçons des maîtres et dépassant leurs compétences dans tous les domaines de la discipline psychique, de l'érudition et de l'initiative. Le chef parmi ses tuteurs était un homme appelé Amon, qui, à un autre âge, aurait été le plus grand érudit de son peuple. Mais les qualités d'Amon s'étendaient au-delà du domaine intellectuel. Tandis que d'autres auraient pu être irrités en regardant leur élève dépasser leur propre accomplissement, Amon semblait avoir réalisé que Magnus était bien plus que ce qu'il ne pourrait jamais être, et s'est donc fixé pour tâche, non pas de lui enseigner des connaissances, mais de la sagesse. Au fur et à mesure que l'esprit et les capacités de Magnus avançaient, Amon essayait d'instiller la prudence, de tempérer le génie avec humilité. Il vint cependant un temps où aucune autre limite ne pouvait être imposée à Magnus, et l'élève devint le maître dans tous les sens du terme. Magnus monta dans les cercles gouvernementaux de Prospero, remaniant la civilisation qu'il avait nourrie au fur et à mesure de son ascension, tout en perfectionnant son art en s'appuyant sur les traditions du passé et en les élevant eux et les habitants de Tizca. Et il réussit à les faire atteindre des sommets insoupçonnés d'accomplissement intellectuel et psychique. À partir des fondements des méthodes de contrôle mental, il créa les 5 cultes de Prospero. Des fondations de Tizca, les pyramides et les tours s'élevaient de plus en plus hautes. L'intuition intellectuelle, le déchiffrement de l'histoire ancienne et l'élucidation de nombreux mystères devinrent des bases morales. Tizca fleurit comme jamais auparavant. Et à la tête de la ville et de la planète se trouvait Magnus, le roi pourpre, le roi d'un empire de rêve. Il a été suggéré qu'un lien existait entre l'empereur et Magnus pendant les longues années avant que la Grande Croisade n'arrive sur Prospero. La vérité et l'ampleur de ce phénomène ne pourront jamais être connues. Magnus avait revendiqué un tel lien antérieur. L'entente entre eux deux était considérable, plus grande encore que celle de l'empereur et n'importe quel autre primarque. Il est même enregistré que Magnus avait fait la remarque que son professeur ultime dans le domaine psychique, avant même qu'il ne soit pleinement conscient, et au début de sa vie sur Prospero, était l'empereur, et que deux avaient maintes fois fait des quêtes dans le royaume aéthérique au-delà de la réalité. On ne peut mesurer la véracité des propos de Magnus. La nature suprêmement psychique du primarque et la puissance transcendante de l'empereur rendent possible une forme de connexion, peut-être même probable, mais il est permis de douter qu'elle ait été dans la mesure revendiquée par Magnus. Peut-être parlait-il en métaphore, car il s'agissait d'une habitude qu'il avait souvent prise. Cette dernière possibilité, compte tenu de ce qui devait arriver, ne peut être écartée. Peu importe la vérité de la connexion antérieure entre l'empereur et Magnus, car quand le maître de l'humanité vint sur Prospero, la connexion était si forte pour que l'empereur amène avec lui ce qui restait de la légion née de la lignée de Magnus. Les Thousand Sons allaient retrouver leur primarque. La guerre et le bouleversement charnel avaient profondément marqué la 15e lorsqu'elle fut réunie avec son père. Tant de guerriers dormaient en stase ou avaient succombé au combat ou à une mutation, que lorsque la Légion arriva sur Prospero, convoquée par l'empereur, quelques milliers à peine s'agenouillèrent devant leur père. On dit que le lien entre un primarque et ses fils génétiques transcende même celui d'un parent avec son enfant. Entre des êtres tels que Magnus et ses fils psychiquement accordés, le lien semblait s'être resserré encore plus. Car dès leur rencontre, Primarch et Space Marine semblaient être des extensions mutuelles de leurs pensées, de leurs perspectives et de leur esprit. Enfin, Magnus avait des élèves et des disciples capables d'assimiler ses enseignements et de suivre le chemin qu'il aspirait pour l'humanité. Mais alors même que Magnus prenait le commandement de sa légion et déclarait que Prospero était son foyer, les Thousand Sons succombèrent de plus en plus fréquemment au bouleversement charnel, comme si le contact avec leur géniteur avait introduit une dernière et terrible phase dans le cycle de la malédiction. Face à ce désastre, Magnus utilisa toute son énergie, son savoir et ses compétences pour découvrir un remède contre la malédiction qui tuait ses fils. Il ne s'agissait pas simplement d'un acte d'amour, mais aussi, comme certains l'ont suggéré, d'une épreuve que l'empereur lui-même avait fixée à son étrange fils. Ce qui s'est passé ensuite ne peut être que deviné ou déduit des ombres de cette époque. Magnus trouva un remède et sauva sa légion. À l'époque, personne n'était certain de la manière dont il l'avait accompli, et les capacités du roi pourpre étaient telles que peu d'entre eux, même parmi ses frères, auraient pu comprendre la réponse, même si celle-ci leur avait été donnée. De nos jours, connaissant la trahison qui s'ensuivit, il semble possible que Magnus soit allé trop loin, au-delà de ce que l'humanité devrait savoir pour trouver le moyen de sauver ses fils. Et peut-être qu'à travers leur salut les a-t-il condamnés à une plus grande ruine. La Légion avait été sauvée par Magnus, mais non sans perte. Parmi ceux qui marchaient encore et ceux qui rêvaient en stase, peu ont survécu et ont vu les Thousand Sons s'en sortir indemnes. Comme lors de leur création, ils ne comptaient plus que 1000 guerriers.
Et que ce soit par un étrange accident ou par un dessein occulte, on ne peut que s'interroger sur l'exactitude de ce chiffre. Encore et encore, tout au long de leur histoire, cette numération suivrait la 15e, se repentant dans les cycles de leur quasi-extinction et de leur renaissance. Il pourrait être facile de voir dans ce phénomène qu'une coïncidence, mais quand on considère quoi que ce soit qui a à voir avec la nature des créations de l'empereur, et en particulier les Thousand Sons, cette coïncidence doit être traitée avec suspicion. Si vous aimez ce genre de format et que vous voulez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, cela aide énormément. Commentez, partagez aussi, et si vous voulez me soutenir pour ma création de figurines qui va bientôt sortir cette année, Tipeee est le meilleur moyen pour le faire. Reprenons la vidéo. Magnus n'avait pas seulement sauvé sa légion, il l'avait remodelée à l'intérieur et à l'extérieur. Prospero était devenu le monde natal des Thousand Sons, la source de bon nombre de ses nouvelles recrues, et ses méthodes devinrent le fondement de la Légion renaissante. À la place des anciennes structures tirées des échos des guerres d'unification, Magnus créa de nouveaux piliers d'autorité, ainsi que les connaissances et les mystères qui allaient avec, transformant tout, de la hiérarchie du commandement de la Légion à ses méthodes de guerre, au langage même utilisé dans les discours communs. Loin de nier l'utilisation des pouvoirs psychiques, Magnus perfectionna et cultiva leur utilisation, entraînant ses fils dans les arts qu'il avait distillés sur Prospero. Les 5 cultes de Prospero se répandirent dans la Légion. Chaque guerrier psychiquement apte en choisissait un qui correspondait le mieux à la nature de son don. Les capacités de ceux qui avaient survécu au traitement de Magnus contre le bouleversement charnel étaient formidables, mais sous la tutelle de Magnus, elles se développèrent, devenant plus profondes dans leur application et plus fortes dans leur subtilité. Dans les nouvelles recrues, ils recherchaient à la fois le potentiel psychique, l'excellence intellectuelle et la sophistication. Aucun assassin entraîné au massacre ne porterait sa graine génétique. De nombreuses recrues venaient de Prospero même, sélectionnées parmi les plus brillants de sa jeunesse. Bien que lorsque la Légion s'aventurerait une nouvelle fois dans les étoiles, de plus en plus d'aspirants d'autres mondes seraient acceptés, car la sélection correspondait à leur objectif singulier. Parmi ses anciens maîtres et disciples, ainsi que parmi la population de Prospero, il y en avait quelques-uns qui furent intégrés à la Légion, même s'ils étaient trop âgés pour bénéficier de l'implantation complète de la graine génétique. Des techniques alchimiques de Prospero, une augmentation psychochimique arcanique et les propres pouvoirs biomantiques de Magnus ont permis à ces légionnaires de suivre le Primarque dans sa quête dans les étoiles. Parmi ces humains augmentés se trouvait Amon, un ancien mentor fidèle devenu disciple et maintenant l'écuyer de Magnus dans la refonte de sa légion. Une grande partie de la tradition et de la technique réunie et développée par Magnus furent transmises à Amon. Ces quelques élus servirent d'enseignement et de mentor aux survivants des premiers Thousand Sons et des nouveaux initiés. La Légion grossissant de nouveau, sa malédiction apparemment levée et sa force accrue, Magnus se joignit à la Grande Croisade. Beaucoup de primarques étaient des idéalistes de la Grande Croisade, recherchant une destinée finale grandiose. Magnus avait sans aucun doute une telle vision, même si son utopie était différente de celle de ses frères. Pour Magnus, le but de la Grande Croisade n'était pas de dominer les étoiles, mais d'élever l'humanité. Il croyait que l'ascendant spirituel et l'intellectuel étaient le destin ultime de l'humanité. Il pensait qu'un âge d'or d'illumination attendait l'humanité, dans laquelle les pensées, la connaissance et la raison guideraient les esprits libres de parcourir la surface de toute réalité et de voir la grande perspective de l'existence. Atteindre cette illumination est l'objectif de toute entreprise, aussi brutale qu'elle puisse paraître à court terme. Armés de cette certitude, Magnus et son fils conquièrent des mondes. Partout où ils allèrent, les Thousand Sons s'emparèrent de la connaissance avec une faim insatiable. Parchemins, livres, données, œuvres d'art et artifices ainsi que d'innombrables autres artefacts humains et xénos furent tous rassemblés par la Légion. Beaucoup furent pris pendant les guerres des conquêtes poursuivies par les Thousand Sons, mais des missions envoyées vers des mondes déjà en conformité ont également retrouvé des merveilles que l'on pensait perdues dans les ténèbres de l'ère des luttes. C'est un fait bien consigné, par exemple que Magnus lui-même parcourut Terra en compagnie de Perturabo des Iron Warriors à la recherche d'artefacts légendaires, des frères Primarques, d'un tempérament et d'une contenance inégalés, unis dans leur désir de savoir ce qui était possible, même dans des domaines très différents. Une telle acquisité et tendance chimérique suscitèrent la dérision de certains et l'hostilité manifeste des autres. La méfiance sur les Thousand Sons n'avait pas disparu avec la découverte de leur Primarque. Beaucoup chuchotaient encore qu'ils étaient souillés, qu'ils n'étaient guère meilleurs que les rois sorciers et les prêtres magiciens de la longue nuit pour leur appétit de savoir. En réponse à cela, Magnus chercha non seulement à convaincre le reste de l'Imperium qu'il avait raison, mais également à lui faire voir la légitimité de ses actions de ses propres yeux. Parmi les efforts de Magnus pour faire avancer son point de vue, il faut mieux mentionner son implication dans le projet Libarius. Bien que les Psykers assermentés faisaient partie de la Grande Croisade depuis ses débuts, leur utilisation avait toujours été limitée et n'avait jamais été étendue aux Legiones Astartes dans leur ensemble, ni avec aucune formalité. Pourtant, une émergence de talents Psykers avait été constatée dans plusieurs autres légions, notamment chez les Blood Angels et les Night Lords, bien qu'en nombre presque insignifiant par rapport à celui des Thousand Sons.
Le projet Librarius chercha à associer l'utilisation manifeste des capacités psychiques au combat avec la force mentale et les prouesses physiques supérieures des Space Marines, mais aussi à en réguler l'utilisation. Bien que le primarque Magnus n'ait pas été à l'origine du projet, il en devint sans aucun doute son architecte et son principal promoteur, en fondant avec sagesse nombre de ses principes à partir de la culture de Prospero, mais aussi sur d'autres valeurs, peut-être moins suspectes pour les étrangers. Grâce à cela, et par son argumentation raisonnée, Magnus le Rouge persuada un certain nombre de ses frères de vertu du projet Librarius. La résolution et le soutien de plusieurs des primarques qu'il influença semblaient avoir porté ses fruits, et le projet fut validé par l'empereur. Les membres de plusieurs légions qui manifestèrent un potentiel psychique ont ensuite été formés par les Thousand Sons à une forme adaptée des disciplines et pratiques de Prospero, fusionnées avec des traditions terran et balites, et sanctionnées par l'empereur. Les traditions balites viennent des Blood Angels, plus principalement de leur planète d'origine, la planète Baal. Une fois cette formation terminée, ils revenaient dans leur légion et on comptait sur eux pour diffuser ce qu'ils avaient appris. Bien que les plus grands mystères des arts des Thousand Sons aient été clairement dissimulés après coup, les nouveaux archivistes formés dans les Legiones Astartes prouvèrent rapidement leur valeur. Pendant un certain temps, il sembla que Magnus et les Thousand Sons avaient commencé à se défaire des soupçons qui les enveloppaient depuis des décennies. Certains parmi les légions et les primarques n'écarteront jamais leur aversion, voire même leur détestation pour la 15e. Mais durant cette brève époque, il semblait au moins que les Thousand Sons avaient conclu une paix difficile avec leur propre nature, et l'impérium pour lequel ils luttaient. Le destin qui va suivre est cependant implacable. La plupart des Legiones Astartes étaient dotés d'un Librarius, dont les archivistes se montraient aussi méritoires que n'importe quel autre Space Marine. Néanmoins, le sujet souleva de nombreuses discussions entre l'empereur et les primarques. Certains désiraient entendre leur Librarius et recruter davantage de Psykers, tandis que d'autres élevaient la voix de façon véhémente. Les Manrus n'y voyaient qu'un repère de dangereux sorciers. Corvus Corax et Rogaldorn refusèrent de faire combattre leur légion aux côtés de celles qui en comptaient dans le rang, et Mortarion alla jusqu'à accuser Magnus de sorcellerie. L'empereur s'apprêtait alors à retourner sur Terra, suite au triomphe du Lanor, pour y poursuivre son grand ouvrage dans l'isolement de son palais. Mais voyant la crise que Magnus risquait de provoquer, il repoussa son départ et ordonna que se tînt une session de conseil de guerre sur la planète de Nicaea. Ce conseil avait pour but de résoudre la crise des archivistes et permettre à Magnus de répondre à ses détracteurs. Les primarques présents, ou les représentants de ceux absents, parlèrent à leur tour, exposant leurs arguments sur l'usage ou non de Psykers dans les rangs des Space Marines. Magnus défendit avec passion l'emploi de Psykers contre leurs détracteurs, et se défendit avec brio contre les attaques dont il fit l'objet. Mais l'empereur trancha. Le projet Librarius devait être démantelé, les Librarius fermés et les archivistes interdits d'employer leur pouvoir. Le concile de Nicaea s'était mué en procès contre Magnus et les Thousand Sons, qui se virent proscrire l'utilisation de leurs compétences. L'empereur ordonna à Magnus de rentrer sur Prospero et lui interdit l'usage de son potentiel psychique, et le menaça de destruction, lui et sa légion, s'il désobéissait à cet ordre. La menace dont se préoccupa ce conseil en masquait une autre, une sombre trahison déjà en œuvre. Sur Davin, l'histoire connut son tragique tournant lorsqu'Horus, le maître de guerre, premier parmi ses pairs et bras droit de l'empereur, succomba aux manipulations du chaos, ce que nul débat ni décret ne pouvait espérer résoudre. Totalement asservi par les puissances ténébreuses, Horus ne souhaitait rien d'autre que la destruction pure et simple de l'Imperium. Incitant ses frères primarques et leurs légions à le rejoindre, Horus avait en tête de prendre le reste de l'Imperium par surprise, et en vérité, l'empereur lui-même. Ce brillant stratège pensait s'être assuré que tous les facteurs possibles contribueraient à son succès. Un seul lui avait échappé. En dépit du décret de son père et de la promesse qu'il avait faite, Magnus n'avait pas abandonné l'étude des arts sombres. De sa retraite sur Prospero, il regarda dans les profondeurs du Warp et eut la vision de l'ignoble serment d'allégeance qu'Horus avait prêté au chaos sur les plaines sauvages de Davin. La trahison lui apparut, limpide dans les moindres de ses détails. Magnus vit la faiblesse de Fulgrim et d'Angron, primarques des empereurs Chidron et des World Eaters. Habilement exploité par Horus, il vit le terrible piège tendu aux Aeronens de Ferrus Manus, aux Salamanders de Vulcan et à la Ravenguard de Corax. Il vit le plus puissant bastion de loyauté envers l'empereur, rebooter Guilliman et ses ultramarines, attirés vers l'extrémité de la galaxie d'où ils assisteraient impuissants au drame prêt à se dérouler. Magnus avait vu encore mieux qu'Horus lui-même pouvait voir les événements à venir. Mais il était seul dans la galaxie, et s'il avait compris le rôle que jouerait chacun, il ignorait encore le sien. Généraux, tacticiens et grands penseurs militaires s'accordent tous à dire que si Magnus avait agi avec l'aide de sa légion, l'épisode entier de l'hérésie d'Horus en aurait été bouleversé. D'autres soulignent le fait que les voyages par le Warp sont trop imprécis, et qu'il ne pouvait pas être sûr que la flotte des Thousand Sons arrivera à temps pour prévenir la perfidie de son frère. Magnus opta pour une voie plus périlleuse qu'une intervention directe.
Le primarque ne s'était jamais rangé à la croyance émise par d'autres que ses pouvoirs présenteraient un danger, et avait brisé son serment de ne plus y avoir recours. Sa vision prémonitoire du conflit à venir prouvait à ses yeux toute la valeur de ses études. Faisant appel à la puissance de plusieurs de ses compagnons psycheurs, il ouvrit une brèche dans l'espace, brisa tous les sceaux de protection du palais impérial de Terra, et projeta dans l'esprit de l'empereur son avertissement au sujet de la révolte imminente, en désignant le maître de guerre Horus comme son seul et unique instigateur. Cette heure aurait dû être celle du triomphe, de la revanche et de la justification, car le pouvoir de Magnus avait démasqué le traître, et son père allait enfin reconnaître sa valeur. Mais au lieu de cela, l'empereur l'accusa de trahison, appelant son accusation de son frère primarque une hérésie, et sa désobéissance la pire tromperie qui soit. Sa quête de savoir interdit était la preuve flagrante que Magnus avait succombé à l'attrait de ces mêmes pouvoirs contre lesquels il l'avait mis en garde. L'empereur croyait voir se réaliser ses plus grandes craintes quant à l'âme de son fils. Le contenu de l'avertissement de Magnus fut complètement ignoré. Il est dit que l'empereur rompit le contact psychique avec une telle force que la vague d'énergie fracassa tous les sceaux de protection de son palais. Auprès de l'empereur se tenait Leman Russ, que l'action de Magnus fit trembler d'une rage à peine contenue. Sachant pouvoir compter sur lui pour appliquer ses ordres sans discussion, l'empereur commanda que les Space Wolves soient tous envoyés sur le champ, en mission contre Magnus et les combattants qui défendraient Prospero. Les différents récits de l'époque entrent en contradiction. Seuls ceux qui furent les témoins de ces jours lointains sauront jamais réellement ce qui advint sur Prospero quand les Space Wolves attaquèrent. La complainte de Prospero décrit un bombardement orbital acharné, suivi d'une campagne meurtrière pour les deux camps qui ravagea la planète jour et nuit, tandis que l'un des autres célèbres récits de cette bataille, la saga du marteau, spécifie bien que les Space Wolves prirent les Thousand Sons complètement par surprise, tombant du ciel sur la Cité Lumière comme l'avait fait Magnus, il y avait bien des années de cela. Mais aujourd'hui, il le faisait pour la réduire en une seule et terrible nuit de violence. Les actions de cette attaque, lors de laquelle les bibliothèques furent toutes incendiées et les tours jetées à terre, concordent bien avec l'image des Space Wolves. Mais comment un monde de psycheurs capable de percer les mystères du temps, de l'espace et du futur aurait-il pu être pris au dépourvu, au point d'être soumis en si peu de temps? Quoi qu'il en fût, la mise à sac de Prospero fut une vision d'horreur pour les Thousand Sons. Tandis que Russ et ses Space Wolves se frayaient une voie jusqu'au sanctuaire de la Cité de Lumière, les livres, les parchemins, les textes anciens rassemblés par leurs soins partaient en fumée, et des artefacts uniques dans la galaxie se brisaient sous les dents des épées tronçonneuses. Même s'ils diffèrent dans les détails, la plupart des récits suggèrent que le titanès Magnus vint lui-même arrêter Leman Russ au cœur de sa cité en ruine. Cet événement fut nommé le combat des géants, et il s'agit d'une tradition orale des Space Wolves transcrite par l'inquisiteur Bastalek Grimm, qui nous décrit le duel épique qui s'ensuivit. Magnus s'élança sur le champ de bataille. Le sol ravagé se liquéfiait presque sous les pas du géant. Russ chargea le géant écarlate. Soulevant le cyclope du sol, le roi des loups lui brisa le dos. Les Thousand Sons voyaient le corps de leur primarque jeté à terre, tournèrent les talons et s'enfuirent. Mais alors que Russ levait Mjolnir pour porter le coup de grâce, Magnus prononça un mot de pouvoir et dans un râle s'enfonça dans le sol. Ce qui survint alors en cette ultime nuit est mal connu. Mais dans les derniers instants d'agonie de la Cité de Lumière, Magnus priva Russ d'une victoire totale, et paya ce faisant le prix contre lequel l'empereur l'avait mis en garde. Tout ce qui comptait à ses yeux n'allait bientôt plus être que des cendres. Mais ses sorciers, sa précieuse légion et le savoir qu'il avait accumulé dans la tour d'argent de la Cité de la Lumière, tout cela pouvait encore être sauvé. Magnus eut alors recours à son meilleur atout, et ce fut dans les courants du Warp qu'il trouva celui qu'il cherchait, qui l'attendait et le regardait fixement, comme s'il avait toujours été là pour lui, observant sa destinée et le détournant vers ses propres buts. Il était la magie incarnée, une promesse de salut et de pouvoir. Mais les règles se trouveraient changées, et Magnus ne sera plus le maître comme il l'avait longtemps été, mais l'esclave. On prétend que même alors Magnus hésita. Cependant, lorsqu'il songea à sa ville, son œuvre, son art et ses frères, noyés dans les flammes sur l'ordre de son propre père, il changea d'allégeance pour toujours. En un instant, la Cité de Lumière, ses édifices élancés et ses vastes bibliothèques s'évanouirent de la surface de Prospero, en même temps que tous les Thousand Sons, pour disparaître de l'Imperium à tout jamais. Magnus, le primarque, était devenu un prince démon de Tsench, maître de la sorcellerie et grand architecte du destin, le maître du changement. L'issue de la lutte pour son âme et son destin était scellée, et peut-être avait-elle été prévue depuis longtemps par le maître des destinées. Les Thousand Sons avaient bien failli être détruits par les mutations incontrôlées avant de retrouver leur primarque, et même leur instruction à laquelle s'était dédié Magnus n'avait rien enlevé à la nécessité d'une vigilance constante. La peur de cette menace n'avait jamais quitté les vétérans de la Légion, et ne fut que renforcée par le spectacle de la corruption qui courait chez les autres renégats à la faveur de l'hérésie. Ils se dédièrent exclusivement à leur nouveau maître,
et Tsench parut un temps accepter de leur épargner un destin similaire, jusqu'à l'échec du soulèvement d'Horus et le repli des Thousand Sons vers l'œil de la terreur. Là, leur dieu tutélaire leur fit don d'une nouvelle planète riche en énergie tellurique, qui devait les isoler de la folie de l'œil de la terreur pour leur permettre de poursuivre leurs études. Mais les divinités du chaos sont capricieuses, et à peine avaient-ils commencé à s'établir sur ce monde que le maître du changement se mit à altérer leur corps. Des mutations répondant aux aspects favorisés par Tsench apparurent spontanément au sein des Thousand Sons, dont beaucoup embrassèrent ces manifestations comme les attributs de leur nouvelle destinée. Néanmoins, les plus anciens membres de la Légion eurent l'impression que toutes les épreuves par lesquelles ils étaient passés, tous leurs sacrifices, la perte de Prospero et les massacres de l'hérésie avaient été vains et avaient perdu tout leur sens. Leur poursuite envers et contre tout de l'érudition allait se terminer dans la folie et l'abomination, comme ils l'avaient toujours redouté. Une cabale formée des plus puissants sorciers des Thousand Sons, ayant à sa tête Ahriman, le maître archiviste et conseiller de Magnus, s'était résolu à contrer ces altérations. Doutant que Magnus approuverait une entreprise aussi risquée, ils entourèrent de mystère leurs travaux sur un sort devant annuler les mutations violentes qui avaient affecté leurs frères et immuniser les Thousand Sons contre les effets déformants du chaos. Si l'on en croit le grimoire Hereticus, la puissance de ce sort était inimaginable, au point que les horreurs démoniaques s'enfuirent lorsqu'elles perçurent le tourbillon d'énergie déchaîné par Ahriman et sa cabale. La planète des sorciers fut noyée sous une couche de nuages impénétrables, parcourue d'éclairs bleus et jaunes, qui filaient vers la surface de la planète pour calciner les Thousand Sons corrompus les uns après les autres, jusqu'à ce que Magnus en personne fut forcé de prendre les choses en main. Les conséquences de ce sort furent loin de satisfaire les attentes de la cabale. Sur toute la planète, la force de la Légion des Thousand Sons avait à la fois été grandement diminuée et préservée pour toute l'éternité. Certes, les mutations ne seraient plus, mais la chair des frères Marine avait été réduite en poussière et confinée à jamais dans leur armure scellée par la magie, dont chaque joint, chaque interstice laissait entrevoir un feu interne qui devait irrémédiablement emprisonner l'esprit des Thousand Sons. L'intégralité des effectifs aux ordres de Magnus venait d'être transformée en une armée d'automates implacables, ce qui le fit bouillir de rage. La légion à laquelle il avait tout sacrifié n'était plus, et la quête de savoir qui avait toujours été la sienne lui était désormais interdite, puisque de leur propre fait, la plupart de ces guerriers mystiques n'étaient même plus en mesure de penser. Toutes les œuvres qu'il avait accomplies au cours de sa vie et toutes les décisions qu'il avait prises s'étaient appuyées sur deux convictions sacrées. Celle que le savoir était pur, et qu'il était son maître, son monde natal détruit, son père ayant juré de le défaire et sa légion devenue ce qu'elle était. Tout cela causa le désespoir de Magnus des Thousand Sons. Il grimpa au sommet de sa tour, puis désespéré, élevant les yeux vers le fragile impérium de l'humanité, il se jura à lui-même, comme Horus l'avait fait au temps de l'hérésie. Magnus allait réduire la galaxie en cendres et la voir brûler dans toute son intégralité. La vengeance des Thousand Sons contre les Space Wolves advint au 32e millénaire, 1000 ans après l'hérésie d'Horus et la destruction de Prospero, même si la plupart des loyalistes Astartes de ce chapitre étaient morts depuis des siècles. Les Thousand Sons commencèrent à attaquer les mondes autour de Fenris, tentant d'éloigner le grand loup de l'époque, Arek, homme de fer. Au fur et à mesure que le nombre des mondes dévastés par Magnus augmentait, la haine d'Arek se transforma en obsession, et sa traque le mena profondément dans l'œil de la terreur, vers le monde de Gangava, et il pensait y trouver la base des Thousand Sons. Cela permit aux Thousand Sons d'assaillir Fenris, alors que les forces principales du chapitre avaient été éloignées. Pendant 40 jours et nuits, les Thousand Sons assaillirent la citadelle du Croc. Les Space Wolves défendant leur forteresse monastère furent forcés de réveiller Bjorn Main Terrible, devenu un dreadnought vénérable des siècles après sa participation au sac de Prospero. Les troupes Space Wolves restantes s'enfoncèrent profondément dans le Croc, tout en envoyant des éclaireurs informer Arek. Le grand loup revint sur Fenris et affronta le prince démon Magnus le Rouge. Le primarque des Thousand Sons était cependant trop puissant pour Arek, et le Space Wolf fut tué sur les pentes du Croc, mais pas avant qu'il réussisse à terriblement blesser le roi pourpre. Lorsque la flotte du chapitre des Space Wolves arriva, les Thousand Sons durent se replier dans le Warp, jurant de revenir un jour pour détruire les fils de Russ. Un retour qui advint des millénaires plus tard. En 999.M41, les Thousand Sons entreprirent un nouvel assaut contre Fenris, le monde natal des Space Wolves. L'invasion fut finalement repoussée par une alliance de factions impériales, notamment par l'intervention des Chevaliers Gris, et Magnus fut banni dans le Warp par le grand loup Logan Grimnar brandissant sa terrible hache Morkai. Mais ce n'était qu'une victoire mineure pour les serviteurs de l'empereur, car les Thousand Sons avaient atteint leur but ultime de l'invasion. Magnus avait utilisé le sacrifice de la population du monde de Midgardia dans le système de Fenris, détruit par un exterminatus ordonné par Grimnar, après que sa population eut été infectée par une terrible peste démoniaque. En faisant cela, Magnus avait réussi à alimenter la téléportation de la planète des sorciers de l'œil de la terreur,
Et cela dans l'univers matériel, au-dessus des vestiges de Prospero. Non seulement ce rituel ancra Magnus et les Thousand Sons dans le monde matériel, mais il créa un nouveau conflit gigantesque dans la région. Les Thousand Sons étaient de retour dans le monde matériel, et ils étaient prêts à détruire la galaxie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir avec un commentaire, en likant et en partageant, et surtout en vous abonnant. Ça vous coûte rien et ça soutient énormément la chaîne. Si vous voulez me soutenir, moi et mon équipe avec les monteurs, le meilleur moyen, c'est avec le partenaire Holy Energy. Ça permet vraiment de payer les vidéos, qu'elles soient qualitatives, et surtout que vous en ayez régulièrement. Holy, c'est le plus vieux partenaire de la chaîne, et aussi MyHobbyPlay si vous voulez payer vos figurines moins chères. Tous les liens sont en description. Prenez soin de vous, la santé, les bisous, vous connaissez, et surtout, si vous voulez en apprendre plus sur la Ravengard, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche devant vous.